Est-ce qu'on a encore la possibilité de vivre son deuil, même quand c'est 10 ans après, ou pas? Bien sûr, Il n'y a pas de durée. il n'y a pas de durée. C'est pour ça que quand on entend c'est des choses que je trouve aberrantes, oh, C'est c'est trop bon, ça tard. fait un an, passe à autre chose, tu vas l'oublier si c'est une séparation par exemple, ou alors tu verras avec un ton condescendant que j'adore, avec le temps tu vas oublier. Mais en Quand fait, tu ça m'arrives, marche ouais. pas comme ça. Mm. On est endeuillé jusqu'à la fin de sa vie. Bienvenue dans la coïncidence. Aujourd'hui, on reçoit Corinne de Corse, art thérapeute et enseignante en grande école. Tu es spécialisée du coup dans les ruptures et les pertes de la vie. Corinne, bienvenue. Si tu peux nous présenter un petit peu ton parcours. Merci à vous de me recevoir. Je vais essayer d'être la plus rationnelle possible. En fait, j'ai travaillé 14 ans dans le conseil en solutions de recrutement. Et puis un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, lui donner un sens différent. J'ai toujours aimé l'humain. Et donc, je me suis formée et aujourd'hui, je suis art thérapeute. Et je suis également formatrice certifiée. J'ai 3 médiations, les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-mouvement-thérapie. Et je travaille en fait sur la reconnexion à ses talents dans sa vie perso ou pro, que ce soit avec des entreprises ou des particuliers, des entrepreneurs. Et, euh, et après, bon, je me suis formée, je continue à me former continuellement parce que je trouve que c'est très très important dans ma pratique. Et donc, je me suis formée en art-thérapie chez Cassiopée. Et effectivement, tu l'abordais, le deuil, les pertes et les ruptures de la vie. Et là, je me suis formée auprès de Nathalie Hanot sur le carnet de deuil, qui est une méthode particulière. Et également chez Happy Hand sur l'accompagnement au deuil. Ok, super intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a du coup, comment tu définirais l'art-thérapie pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas du tout? Alors, l'art-thérapie, contrairement à ce que j'ai pu entendre une fois quand j'ai posé la question, c'est quoi un art-thérapeute d'après vous? Il y a quelqu'un qui m'a répondu, c'est quelqu'un qui restaure des œuvres d'art. Alors non, pas du tout. Je ne restaure pas des œuvres d'art, même si j'ai fait une licence d'art plastique il y a quelques années. Euh, L'art-thérapie, en fait, c'est une thérapie non verbale qui permet, avec des médiations artistiques, d'amener à la conscience euh, des choses qui peuvent être des peurs, des freins, des choses qui sont refoulées, des petites résistances parfois. Et en fait, c'est la production plastique qui va être le catalyseur en fait de tout ça. Mais c'est pas un cours d'art plastique, contrairement à ce que je peux entendre aussi. Parfois, j'entends ah mais je sais pas dessiner ou alors je sais pas danser. Ben ça tombe bien parce que je suis pas là pour enseigner. Et au contraire, en fait, l'art thérapie, c'est vraiment pas faire du beau, mais se faire du bien. Et d'où t'es venue cette idée-là de commencer à apprendre cet art thérapeutique? Euh, Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ta vie qui a vraiment switch alors moi, l'art a toujours fait partie de ma vie, Ok, depuis que je suis enfant. d'où l'art plastique. D'où la licence en art plastique, le fait que je suis artiste plasticienne aussi. Ça a toujours fait partie de ma vie. Et en fait, quand j'avais 18 ans, quand faut choisir les études, hein, même à notre époque, j'avais psy en fait qui venait quand même sur la manière dont je me projetais. Et en fait, je me suis dit, je me connaissais assez bien quand même, j'avais pas les épaules pour. Donc je me suis dit, voilà, et j'avais l'art plastique qui me plaisait. Et puis en cheminant, après, donc, j'ai fait plein de boulots différents. Et je sais pas, c'est venu comme une évidence à un moment donné. Voilà, je voulais donner du sens, je voulais être dans la relation d'aide. J'avais presque 40 ans. Et je me suis dit, repartir sur des études de psy, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Et puis, je sais pas, un jour, mais c'est vraiment, ça m'est arrivé. Je me promenais dans la rue et j'étais déjà bien en réflexion. Je faisais voilà, j'avais pour projet de faire un bilan de compétences. Et c'est venu comme ça. Et je m'étais pas renseignée dessus, donc j'avais dû voir, mon cerveau avait dû capter des choses et je me suis dit, ah bah oui, c'est ça. Voilà. Et c'est là que c'est parti en fait. J'ai continué, j'ai fait mes études, ma première année d'études pendant que j'étais encore en activité salariée sur les week-ends. Et puis la Ok. deuxième année, je suis partie faire la deuxième année de maître praticienne en art-thérapie. Où là, je suis partie de l'entreprise dans laquelle j'étais salariée. Et c'était une évidence et c'est vraiment... moi, je suis alignée en fait. C'est ta passion aujourd'hui? Ah ouais. Du coup, je sais qu'on parle de mieux-être et pas de bien-être. C'est quoi la différence entre les deux? Si tu peux nous Ah, l'expliquer. intéressant. C'est vrai que bien-être, on en entend beaucoup parler. Le bien-être, il a plusieurs formes différentes. Il y a le bien-être mental, psychologique, physique, social, environnemental.
Et en fait, le mieux-être, c'est un échelon au-dessus, en fait. Ça va reprendre tous ces types de bien-être et en même temps, il y a une notion de proactivité dans le mieux-être où je vais mettre en place des objectifs qui vont me permettre d'évoluer pour être épanouie dans ma vie. Tu as dit au début de l'enregistrement que ce que tu faisais, c'est que tu accompagnais des personnes dans les deuils, dans les séparations, ce genre de choses. C'est quoi, pour toi, le cas le plus compliqué à gérer avec tout ce que tu gères aujourd'hui? Je saurais pas dire en fait. Est-ce que déjà il y a des degrés de complexité qui sont Ça dépend des différents? personnes, j'imagine. Ça dépend des personnes. En fait, c'est quoi les critères pour toi où là tu vas dire waouh, ce cas-là c'est chaud, je vais y donner tout mon cœur, mais c'est un peu plus corsé qu'un autre cas. Après, ça dépend. Alors moi, je travaille beaucoup avec d'autres praticiens. J'ai un bon réseau. Ok. C'est complémentaire. Et alors, ça peut être complémentaire, soit si moi alors là, pour le coup, je suis très alignée là-dessus. Si je sens que, voilà, c'est un cas trop complexe, pas compliqué, trop complexe et que l'art-thérapie va pas. D'ailleurs, on parle de patient ou Non, de client? je parle de bénéficiaire. De bénéficiaire, ok. Ouais. Parce que c'est vrai que dans médecine, on parle de patient. Oui, je n'ai pas de patient, moi. En kinésithérapeute, Ouais, je crois que des kinésiologie, ouais. Kinésiologie. Ouais, mais des fois, je crois il y en a qui parlent de client, parce que c'est pas la Alors, on même peut chose. dire client ou bénéficiaire, Bénéficiaire. mais il y a des gens Ok. qui n'aiment pas trop le terme de client. Ouais. C'est Bah, très c'est vrai que mercantile, client, ça fait donc très échange voilà, de biens ou de services par bien rapport qu'on à... soit rémunéré quand même pour Oui. nos prestations, puisque le bénévolat ne paye pas les factures à la fin du mois, malheureusement. Oui, moi je parle de bénéficiaire ou de client en fonction de la typologie, c'est du B2B ou du B2C. Et, euh, et donc ta question au départ, c'était oui, les cas C'était les complexes. cas complexes, ouais. Après, ça dépend, la complexité, ça dépend de plein de choses. En revanche, moi, je sais que je suis très honnête là-dessus et que si je sens que mes outils vont pas être, c'est pas pertinent, c'est ce que je vais Adapté. proposer, adapté effectivement à la problématique de la personne et à ses objectifs de vie. Mm. Je vais tout de suite appeler un confrère pour recommander cette personne-là pour qu'elle soit suivie dans une autre dynamique. Ça t'arrive souvent quand même de dire à des personnes c'est trop compliqué, je te redirige vers quelqu'un Non, que ça ça va m'arrive pas adapter. forcément souvent. En revanche, j'essaie toujours de- d'être vigilante que la personne, en fait, c'est pas parce qu'elle va faire de l'art thérapie qu'elle va arrêter ses traitements médicamenteux. Elle est suivie par un médecin, c'est lui le médecin, c'est lui qui décide. Et que si elle a besoin d'aller voir un psychiatre ou un psychologue clinicien, en parallèle, moi je travaille avec d'autres praticiens qui sont médecins et qui m'envoient des bénéficiaires pour avoir une autre approche, peut-être pour voir euh, une autre manière en fait d'être dans le processus de transformation. Et je trouve que cette co-construction, elle est hyper intéressante. Et pour le coup, j'ai des bénéficiaires aujourd'hui qui sont suivis par des psychiatres, même qui sont internés de temps en temps en hôpital de jour et qui viennent en séance d'art-thérapie. On va parler de choses peut-être différentes, mais voilà, comme c'est une thérapie non-verbale, on va travailler sur peut-être d'autres choses. T'interviens beaucoup dans les écoles. Qu'est-ce que tu remarques le plus chez les jeunes aujourd'hui? Alors, quand tu dis remarquer, c'est quoi exactement? En Des, termes des de patho- posture, en Ouais, termes ou même des de... pathologies, des choses que tu vois qui sont récurrentes chez les jeunes. Peut-être qu'ils sont renfermés ou peut-être qu'ils ont plus de mal à communiquer qu'avant. Alors, pathologie, je ne vais pas aborder ce sujet, je ne suis pas médecin, Ouais. je ne pose pas de diagnostic. Mhm. En revanche, je vois effectivement aujourd'hui chez les jeunes que j'accompagne en école, donc sur la posture professionnelle et effectivement comment appréhender ses émotions pour ne pas arriver dans le conflit en entreprise. Je vois pas mal d'anxiété, je vois pas mal de peur aussi, d'insatisfaction sur l'avenir, sur pas de reproduction de schéma comme mes parents, mes grands-parents. Voilà, mais pas mal quand même de peur et d'anxiété sur qu'est-ce que ça va être demain, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis au bon endroit. Il y a beaucoup de questionnements en fait, je trouve, chez les jeunes aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui il y a plus de possibilités pour tout le monde? Maintenant on a accès à tout, donc les gens ils se posent plus de questions sur je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Alors qu'avant, quand t'allais dans un truc, bah t'avais plus trop le choix, tu pouvais plus trop bifurquer. Ah, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Dans le sens où c'est pas qu'avant on ne pouvait pas bifurquer, je pense qu'on ne se donnait pas le droit, parce qu'il y avait une éducation qui faisait que. Moi je me le suis jamais interdit. J'ai changé de carrière je sais pas combien de fois en fait.
parce que j'adore apprendre. Donc pour moi, c'est pas vraiment bien ça. Oui, on a été un peu plus formaté à un moment donné sur on reste 30 ans dans une entreprise. Et les générations actuelles sont plus dans une dynamique je change assez souvent. Donc c'est le juste milieu qui est difficile à trouver. Mais je suis d'accord sur la résonance des réseaux aussi. Il y a L'accès à l'information. l'accès à l'information, il est tellement rapide aujourd'hui, mais attention, on a accès à une information et à une désinformation. Et en fait, c'est à quel moment je sais exactement où je vais. Donc ça crée aussi des frontières qui sont floues entre la réalité et des fake news ou effectivement un troncage de la réalité au travers d'une mauvaise information, d'une mauvaise interprétation ou d'un on dit ou d'un influenceur ou voilà. Ça peut créer des distorsions chez des personnes en fait qui ont peut-être pas le recul nécessaire et la distance de dire ok, je me pose quand même la question, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est prédictif comme les IA aujourd'hui, est-ce que voilà, quelle est la réalité vraie en fait dans tout ça. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont créé de nouvelles dynamiques de consommation et de réflexion pour le coup. Est-ce que tu as vu un impact du Covid-19 du coup sur les jeunes? Est-ce que tu as vu un avant-après ou pas? Oui, moi je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu, mais pas que chez les jeunes. Je l'ai vu chez pas mal de personnes parce que voilà, ça a mis ça a mis des doutes, ça a créé de l'incertitude en fait sur sa vie personnelle, sur sa vie professionnelle, des questionnements. Voilà, il y a eu beaucoup de choses avec la Covid et le après-Covid. On est tout frais en fait, hein, l'air de rien. C'était il y a quoi, à peine 5 ans et demi. C'était hier en fait. Tu parlais de RH dans ton ancienne vie. Tu trouves qu'il y a un lien quand même avec ce Alors que tu moi, fais aujourd'hui et de la RH? alors j'étais pas RH moi. Ok. Je vendais les outils au RH pour recruter les candidats et pour gérer leur L'outil, candidature. c'est les outils numériques? Ouais, tout à fait. Des C'était annonces d'emploi, des Indeed, des Alors Welcome bon, to ça the c'était effectivement Jungle. c'était un confrère, on va dire, mais Ok. effectivement j'étais. Tu travailles pour quelqu'un de connu? Oui, oui, moi je faisais partie du groupe Figaro Ok. et je travaillais donc pour Cadre Emploi. Et après j'ai travaillé sur d'autres marques en fait à l'intérieur du groupe et donc mes clients étaient des DRH ou des cabinets de recrutement, intérim, des collectivités territoriales, régionales, ainsi de suite. Voilà. Et mon job c'était de fournir les outils pour les aider À trouver des... à trouver des candidats et à gérer leur temps aussi avec le développement des outils informatiques. Et du coup, est-ce que c'est lié avec ce que tu fais aujourd'hui? Alors, c'est pas que ça soit lié. Pour moi, j'ai bouclé toute mes vies en une seule, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que je suis alignée et que ça a du sens ce que je fais. Euh, Ma licence d'art, d'autres jobs, mais le conseil, donc, dans le conseil, il y a l'écoute active, de la même manière, il y a respecter le besoin du client, respecter le client, la confidentialité du client, rester authentique pour que voilà, ça se passe dans les meilleures conditions. Et l'humain, oui, effectivement, quand on travaille dans cette sphère de conseil RH, forcément l'humain, il est au cœur. Donc aujourd'hui, moi, c'est pour ça que voilà, et c'est pour ça que je ne fais que du sur-mesure quand je travaille en entreprise. C'est un peu ça qui t'a donné envie ou pas du tout? Je sais pas si c'est ça. Comme je disais, enfin rétrospectivement, ça a toujours été un truc qui était en moi d'être dans la relation d'aide. Ok. Ouais. Et je reviens un petit peu à ce que tu disais au tout début de l'enregistrement. Tu parlais beaucoup des... pas des patients, comment tu les appelles déjà? Les bénéficiaires. Des bénéficiaires, Ouais. exactement. Pour toi, à quel moment du deuil, d'une séparation ou certaines choses, à quel moment toi tu dois arriver? Ou du moins à quel moment eux ils te contactent? Est-ce que c'est plutôt dès que ça vient de se produire, par exemple pour un cancer, je viens de l'apprendre? Est-ce que c'est je viens d'en guérir, mais j'ai envie de un petit peu de me sevrer de tout ce que j'ai enduré pendant peut-être 1 an, 2 ans? En fait, il n'y a pas de date. Il n'y Ça a pas de dépend de date la précise. personne. Donc Ça tu peux arriver dépend. au début, au milieu, comme à la fin. Ça peut être très variable. Après, sur les méthodes que j'utilise, il y a deux choses. Avec Happy End, en fait, là où j'ai été formée sur l'accompagnement du deuil, on peut être juste au tout début, en fait. Sur la méthode du carnet de deuil, vu que c'est un carnet qui permet d'honorer la mémoire du deuil et sur lequel
On est sur un carnet d'artiste, de l'écriture. On est un petit peu plus après, c'est-à-dire quand on a passé le récit, on va dire. Parce qu'au tout début, on a besoin absolument de raconter, 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 raconter. C'est normal. C'est parce que c'est pas réel. Donc on raconte, on raconte, on raconte. Et le carnet d'œil, pour le coup, voilà, c'est vraiment une méthode qui vient après la phase enfin, cette phase où je vais être dans le récit. Et là, on va pouvoir enclencher. Mais sinon, après, j'ai des gens qui viennent maintenant, j'en ai qui viennent 10 ans après, en Ah se oui, donc ça rendant peut compte, être très en très se après. rendant compte que, J'ai un finalement, blocage. c'est pas un blocage, c'est juste peut-être que Comment pas à dire. l'époque, je me suis pas laissé le temps, je me suis peut-être pas donné le droit, en fait, de vivre mon deuil. Et ça revient plus tard parfois. Et on peut encore guérir. Je sais pas si le terme guérir est Alors, j'aime pas le approprié. terme de guérir. Comment on peut dire? C'est pas guérir, c'est vivre son deuil, hein. C'est le vivre. C'est ne plus le mettre sous le tapis, et Ouais. puis, Est-ce qu'on a encore la possibilité de vivre son deuil, même quand c'est 10 ans après, ou pas? bien sûr, Il n'y a pas de durée. il n'y a pas de durée. C'est pour ça que quand on entend c'est des choses que je trouve aberrantes, oh, C'est c'est trop bon, ça tard. fait un an, passe à autre chose, tu vas l'oublier si c'est une séparation par exemple, ou alors tu verras, hein, avec un ton condescendant que j'adore, avec le temps tu vas oublier. Mais en Quand fait, tout ça m'arrive. marche pas comme ça. Mm. On est endeuillé jusqu'à la fin de sa vie. Ça nous a profondément marqué, et ben on avance avec en fait. Il faut vivre avec. Exactement. Je t'entends beaucoup parler de méthode, de méthode, de méthode. Mm. C'est des choses qui s'apprennent sur un papier. C'est quoi? C'est des choses qui s'apprennent dans un livre, dans un bouquin. Oui, exactement. Oui, oui, Ok. c'est des méthodes qui ont été créées. Par exemple, le carnet d'œil de Nathalie Hanno, sur lequel moi je suis certifiée, c'est une méthode qu'elle a créée. Elle est psychologue clinicienne, elle est en Belgique. Et alors, elle fait pas que ça, hein, là, Oui. voilà. Et elle a créé cette méthode d'accompagnement du deuil, en fait, ce carnet d'œil pour honorer la mémoire du deuil. Et après, oui, des méthodes, bah oui, forcément, en art-thérapie, on n'est pas né comme ça un matin en disant tiens, on va dessiner et puis bon, j'invente ce que je veux. Pendant nos études, on travaille effectivement sur les grands psychologues voilà, qui existent en psychologie de la même manière. On travaille sur des méthodologies aussi, que ce soit en individuel ou en groupe, comment on crée un cadre sécurisant pour que la personne elle se sente en confiance et qu'elle puisse être accompagnée de la meilleure manière. Et puis après, il y a des outils qui vont avoir une résonance différente aussi en fonction des objectifs. Moi, je travaille toujours avec des objectifs avec mes bénéficiaires, quand on se voit à la première séance. Et on met ces objectifs, c'est la personne qui verbalise ses objectifs. Et moi, je construis des protocoles sur les objectifs, donc je ne fais que du sur-mesure. En revanche, je vais aller piocher un petit peu voilà, dans ma mallette, entre guillemets, d'outils. Et après, moi, je sais que ce que j'aime faire, c'est que je crée de nouveaux outils. J'adore créer de nouveaux outils pour mes bénéficiaires, voilà, pour essayer de les accompagner au mieux. Et comment tu définis les objectifs? Parce que comme c'est des choses, c'est dans la tête souvent, comment tu peux définir un objectif précis? C'est genre par exemple, il faut que tu arrives à faire ça, il faut Non, que... là, ça marchait Il pas faut... comme ça. Bah oui, c'est... Non, alors, c'est pas un objectif quantitatif de... Et nous, voilà. on a trop le mindset un peu trop commercial. On Exactement. voit objectif, Quantitatif. chiffre. Ouais. Mais C'est plus qualitatif du coup? Alors, les objectifs, je vais te donner un exemple. Je peux avoir des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont une problématique de gestion des émotions, par exemple. Elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Donc, on va essayer, en échangeant, de reformuler ça pour voir est-ce que ce sont vraiment que les émotions ou est-ce qu'il y a autre chose derrière. Et en fonction de ça, on va se mettre un grand objectif et un ou deux sous-objectifs, mais vraiment sous-jacents. Ils sont toujours liés. On va pas faire 50 trucs. En revanche, il y a quelque chose de très important en fait quand on est dans la pratique, c'est le réajustement. Quelqu'un va être suivre un protocole. Moi, je travaille en protocole de 8 séances à peu près, en général, donc pour un objectif bien défini que je vais construire pour la personne. Mais il arrive parfois, la personne, elle arrive le matin et là, il vient de se passer quelque chose. On ne peut pas lui dire, enfin moi je travaille pas comme ça, je peux pas lui dire, bah, écoutez, ok, il y a ça qui vient de se passer, bon, bah, on le met de côté puis on continue sur notre objectif.
En fait, on prend la personne telle qu'elle vient aussi. Le réajustement, pour moi, il est prépondérant en fait dans la qualité de l'accompagnement qu'on va proposer à la personne que l'on suit. Parce que si on n'est pas en capacité de prendre qui elle est à l'instant T, ben, en fait, ça va être refoulé peut-être. Et puis, la personne, elle va être peut-être bloquée. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je bosse. Ouais, elle se sentira pas atteindre ses propres objectifs que toi tu leur avais fixés. Oui, et Et puis pas peut-être qu'elle va écouter. être frustrée. Et pas écouter, en fait. Pas Euh, écouter dans c'est peut-être sa Faut pas mettre de souffrance. côté. On peut pas mettre de côté. Puis on est dans un monde où au travail on nous demande certaines choses, tout le temps des directives, directives, directives. La personne, je vois, il se passe quelque chose ce matin, peut-être un drame familial, elle Ça va être ça. arrive, tu lui redonnes des objectifs sans forcément l'écouter. Ça fait très cadre, soit scolaire, soit très travail. Rigide. Et la personne peut se sentir un peu délaissée. Et blessée. Et blessée, pas Ouais. comprise. Enfin, non, c'est pour ça que c'est hyper important voilà, on prend. Moi, si j'ai quelqu'un qui arrive en larmes, bah, je vais pas lui dire, allez, on y va. Ça Ouais, marche pas comme j'essaie ça. de Enfin, l'écouter. si elle vient me voir, c'est qu'elle est là pour déposer des choses. Donc, même si. Et de toute façon, même si il y a un objectif sous-jacent, il y a d'autres choses. Donc, c'est comme ça qu'on chemine. L'art-thérapie, c'est un chemin de transformation. Il se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et au fur et à mesure des séances, en fait, la personne, elle va avoir des prises de conscience. Et alors, moi, en art-thérapie, la méthodologie sur laquelle j'ai été formée, la personne ne repart pas avec ses productions. Elle, Elle les laisse tout. elle laisse tout. Moi, je constitue un dossier. Mhm. Par contre, on n'est pas dépositaire ad vitam. Et en fait, on les restitue lors du bilan, à la fin du protocole. Et c'est là que la personne redécouvre les productions qu'elle a pu faire. Et parfois, elle dit, oh, j'avais pas vu ça. Voilà. Et on fait un voyage au travers des productions et on échange en fait sur le chemin en fait qui a été parcouru. Et c'est un moment incroyable en fait. Cette Ouais. verbalisation de fin en fait de bilan, parce que voilà, il y a des choses qui apparaissent, mais c'est juste parce que la personne, elle était pas encore Apte à voir. c'est pas apte parce c'est pas apte à, mais c'est plus en capacité d'accueillir parce qu'elle était brouillée par d'autres Hmm. choses. Et c'est ce chemin en fait qui a fait qu'à un moment donné, elle prend conscience. Et là, ça arrive tout seul en fait. Et ça, c'est fabuleux. Une question, du coup, sous-jacente de ce que tu viens de dire, tu viens de parler aussi de les fameuses 8 séances. Mm. Euh, Aujourd'hui, un individu arrive, comment tu vas définir le nombre de séances? Euh, c'est quoi ton approche? Parce que je pense qu'à un moment donné, il y a une phase de toi où, un peu à la inspecteur gadget, où tu vas vraiment analyser la personne. Euh, Après, il y a quoi? 8 séances, est-ce que c'est figé? Est-ce que ça peut monter? Ça peut descendre? Euh, Aujourd'hui, comment tu vas traiter un individu qui vient te voir? Alors, je traite pas, j'accueille Tu accueilles. déjà. Je fais pas d'analyse. Ok. En fait, en art-thérapie, on fait un premier rendez-vous de découverte qui va être un échange, là pour le coup verbal, où on va essayer de comprendre pourquoi la personne vient nous voir, quelles sont les problématiques qu'elle a aujourd'hui, comment elle va les verbaliser. On va faire un tour sur son parcours, son métier, comment elle se sent dans son travail, comment elle se sent dans sa vie personnelle. Voilà, tout ça, ça va être un échange qui va... Moi, je vois effectivement, si je pose souvent la question des appétences artistiques, est-ce que la personne, elle apprécie les arts? Est-ce que la danse-mouvement-thérapie, c'est quelque chose qui lui parle? Est-ce qu'il y a un frein par rapport à ça? La musicothérapie aussi. Donc voilà, c'est vraiment un échange très, très ouvert. C'est un échange pour apprendre à se connaître, en fait. Et une fois que ça s'est fait, on va caler le protocole de 8 séances. Et donc, première et dernière séance, donc séance de découverte, séance de bilan et 6 séances de pratique au milieu. On fixe des objectifs. Moi, je travaille sur le protocole, essayons par rapport à ce que la personne a évoqué, de trouver les bons outils qui vont cadrer. Toujours avec cette notion d'ajustement aussi Mhm. pendant les séances. Ça m'est déjà arrivé de faire un format grand comme ça et que la personne, dans son mouvement, elle a eu besoin de se lever et j'ai sorti un énorme format parce qu'elle avait besoin, en fait, d'aller vraiment dans la matière et dans le mouvement. Et ensuite, hop, on est passé sur un tout petit format pour redescendre. Mais ça, c'est des choses que j'ai réajoutées sur place. Donc, par rapport à ce que ton questionnement, c'est pour ça il n'y a pas d'analyse de la personne pour la regarder. Et puis, je suis pas médecin. Je prends ce qu'elle va me donner. Oui, forcément,
y a des choses qui évoquent derrière. C'est aussi ça l'écoute active, c'est entendre. C'est entendre, comprendre, être pleinement présent à soi et à l'autre, et donc être bienveillant, reformuler, mais pas couper la parole, donc laisser vraiment la personne s'exprimer. Après, tu me posais la question, est-ce que ça peut être plus de séances? En général, non. Parce que je trouve important de faire un bilan pour déjà voir où est-ce qu'on en est de l'objectif qui a été fixé et par la personne en fait. On l'a validé ensemble, cet objectif, où elle en est. Soit on reformule l'objectif pour passer sur un nouveau processus, soit effectivement c'est l'objectif a été modifié et auquel cas s'il a été modifié, on revoit en fait et on reformule cet objectif. Et c'est des séances qui sont quoi? Étalées sur 1 mois, 2 mois, 1 an? C'est très variable en fait. En général, on se voit. Donc moi, je travaille plutôt sur des séances d'1h30 Ok. qui laissent vraiment le temps parce que dans une séance, en fait, il y a déjà l'accueil. Bonjour, tu vois, ça doit être une thérapie non verbale, on se dit quand même bonjour. Voilà, s'il y a un dépôt à faire, c'est souvent que ça se passe au début. Ah mon Dieu, il m'est arrivé ça. Bon, très bien, on le prend, on accueille. Et ensuite, il y a des propositions d'exploration créative, donc soit effectivement dans la matière, soit corporelle, soit musicale, en fonction du médium pour la séance. Ça peut être même plusieurs en même temps. Mhm. Il y a un moment de verbalisation. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu des remontées émotionnelles? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont apparues pendant la séance? Et souvent, moi, je termine par une relaxation, une visualisation pour faire redescendre avant que la personne reparte. Voilà comment ça se passe. Ok, et moi j'ai une question, à qui tu conseillerais l'art-thérapie? Est-ce que c'est forcément quand on a subi une perte ou une rupture de la vie, ou c'est juste je me sens pas très bien en ce moment, même s'il n'y a pas de raison apparente, j'ai envie de faire de l'art-thérapie. Bien sûr. Alors après, moi, le fait que moi, je me spécialise de plus en plus, et c'est pour ça que je continue à me former continuellement sur l'accompagnement du deuil, c'est un choix. Mais en tant qu'art thérapeute, j'ai des personnes qui viennent me voir pour des problèmes relationnels, pour des problématiques sur l'estime de soi, confiance en D'accord, ok. soi, image de soi. Ça peut être... Après, moi, par exemple, avec les mamans que je suis à l'association Moi et mes enfants depuis maintenant presque 4 ans, j'attaque ma 4e année avec l'asso. J'ai donc des mamans qui ont subi des violences psychologiques, voire physiques, des violences économiques, hein, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, qui sont parfois aidantes d'un parent, qui ont leurs enfants à gérer. Donc on travaille en fait sur le droit au répit, la charge mentale, d'être aussi une femme avant d'être une maman, hein, parce que voilà, une femme désirante, désirable, proactive, dans l'empowerment, enfin, il y a plein de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Donc, euh, moi, je prends les personnes qui viennent me voir en fonction de ce qu'elles vont avoir comme Besoin, objectif, ouais. Mhm. comme problématique à un instant T. Mais par contre, c'est pas ce qui les définit. Ouais. Voilà, c'est pas ce qui les définit et c'est là-dessus que j'essaie de, surtout dans les familles monoparentales, il y a quand même beaucoup de femmes. Euh, il y a une perte de confiance, d'estime, et elles sont piliers en fait entre guillemets de la famille, donc c'est pas simple. Et puis avec tout ce qu'elles ont vécu, certaines en plus peuvent avoir des troubles, psy, donc voilà, ça peut Mhm. être assez chargé, donc Bah oui. voilà, je prends. Est-ce qu'il y a des signaux qui montrent qu'on va pas aussi bien qu'on le pense? Des signaux répétitifs que tu verrais? Oui, il y en a. Il peut y en avoir, mais après, c'est comment on est en capacité d'être honnête avec soi-même et pas les mettre sous le tapis. Ouais, de communiquer C'est- avec quelqu'un pour que... ça peut être ça, mais après, il y a certains signes, en fait. Alors attention, parce que je veux pas que ça soit déformé et tout ça, mais Mhm. euh, quand je parle d'une fatigue, c'est pas je suis fatiguée aujourd'hui. C'est une fatigue extrême, récurrente et qui est dans le temps, qui dure depuis un moment. Trouble du sommeil, pareil. C'est pas j'ai pas dormi pendant 2 jours. Hein, c'est vraiment ça s'est installé, c'est Mhm. devenu quotidien, récurrent et ça m'empêche. Donc il peut y avoir des troubles de l'alimentation, donc du sommeil. Il peut y avoir de la surcompensation aussi à un moment donné de se nourrir de plein d'autres choses pour remplir en fait le fait qu'on n'aille pas bien. Donc malheureusement, il peut y avoir tout ce qui est alcool, drogue, alimentation, le sport, les réseaux sociaux. Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de points d'alerte
Mais parfois, soit voilà, on se les cache à soi-même, entre guillemets, Mhm. on fait comme si tout allait bien, et puis parfois on n'ose pas en parler, de peur d'être jugé. Mais souvent, en fait, demander de l'aide, pour moi, c'est pas un aveu de faiblesse, au contraire. C'est une vraie force. Et enfin, si j'ai envie de rigoler, enfin, je vais faire le parallèle avec je veux fabriquer du pain, je vais voir le boucher. C'est pas la bonne personne en Mhm. fait. Il vaut mieux que j'aille voir le boulanger dont c'est le métier. Mhm. Et parfois on parle à nos amis de ce qui nous arrive, sauf qu'on va en parler une fois, deux fois, puis on va avoir besoin d'en reparler une autre fois, puis encore une autre fois. Les amis au bout d'un moment sont ça, j'en Ouais. peux plus parce que ça tourne en boucle. Bah oui, un ami, il est là. C'est quelqu'un qui est dans l'écoute, effectivement. Mais il a aussi sa vie, ses problèmes à lui, voilà, son quotidien. Et il a peut-être pas l'écoute active qu'on attend à ce moment-là. Et lui, au bout de 10 fois, bah, ça va peut-être le saouler qu'on lui raconte le fait que son chéri est parti. Alors qu'un praticien, c'est son métier. Mhm. Il est là pour l'entendre 10, 20, 30, 40 fois si besoin, en fait, ce récit-là. Et s'il y a des personnes qui sont pas encore prêtes à en parler, même si je sais que c'est une bonne chose, ils sont vraiment pas prêtes à aller en parler tout de suite, est-ce que tu as des conseils pour eux, des choses qu'elles peuvent faire toutes seules? Bah, en fait, le problème de rester seul, pour moi, c'est justement pas la solution. Nous sommes des êtres profondément relationnels. Et c'est dans l'échange aussi que on arrive à avancer, à cheminer. Donc oui, pour moi, rester seul de temps en temps, parce qu'on en a besoin pour se ressourcer, dans ce cadre-là, ok. Mais si ça devient, je m'isole et je m'exclus en fait du monde extérieur, c'est là que ça devient problématique. Mm. Parce que l'enfermement, en fait, va créer une coupure sociale. Et émotionnellement, en fait, ce sera pas simple à gérer non plus. Donc, parce qu'il y aura plus cette écoute, cet échange dans la dynamique. Donc pour moi, oui, il y a des choses, mais pas demander à ChatGPT de nous dire si je vais pas bien, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu penses de toutes les applications qui sont en train de se développer, sortir sur bah, le développement par exemple d'IA qui pourrait peut-être t'aider dans certains traitements ou que ce soit médical ou que ce soit même thérapeutique? Qu'est-ce que toi t'en penses en termes d'humain derrière ce métier-là, qui le pratique en face à face avec des gens? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses en fait. Là, dans l'IA, nous remue profondément hein, là, Mhm. depuis quelques temps, parce que voilà, il y a toute cette notion d'éthique en fait derrière voilà, qui est mise à mal par certaines pratiques. Après, moi, je suis pas pour ou contre en fait l'IA. Euh, T'attends des preuves. alors, c'est pas que oui, alors j'attends qu'elle soit plus prédictive, Ouais. parce que c'est malheureusement c'est prédictif, c'est pas la réalité, c'est la meilleure réponse possible par rapport à la donnée Mhm. qu'elle a. Donc c'est ça en fait que je vois là-dedans. Après, je pense que dans le domaine médical, l'IA peut avoir une contribution vraiment très importante. On le voit dans certains labos d'analyse aujourd'hui, c'est marqué en fait avec le soutien de l'IA. Parce que bah, ça reste un chiffre, donc c'est factuel, voilà. Mais quand on est sur de l'émotion, quand on est sur des sentiments, des sensations, du vrai relationnel, voilà, moi je me questionne quand même beaucoup là-dessus. Voilà, j'ai déjà entendu des jeunes me dire, moi je parle à mon IA, elle me dit, elle comme à mon psy, comme à un psy, et voilà, elle me dit, oui, mais c'est une machine en face. Ouais. Donc, elle- voilà, la profondeur de la relation n'est pas la même pour moi. Il n'y a pas les émotions, bien que peut-être qu'un jour on arrivera à une IA qui est dans l'émotion. Mais voilà, je pense que c'est trop tôt pour l'instant. Ça sert à rien voilà, d'être vent debout. Mais je pense qu'il faut avoir des points de vigilance extrêmement importants Mhm. sur voilà, cette notion d'éthique et qu'on ne s'enferme pas avec juste une machine et qu'on soit retiré complètement du monde extérieur. Ouais. D'ailleurs, il y a une IA justement qui a fait le buzz il y a pas longtemps. Il y a des pubs dans le métro, je sais pas si vous avez vu. C'est genre un petit pendentif Mhm. IA qu'on met et le slogan c'est toujours avec vous, toujours auprès de vous, un truc comme ça. Et c'est une IA, tu peux lui parler constamment et elle te répond. T'en penses quoi de ça? Genre, tu peux lui parler de tes problèmes, comme une vraie personne, mais c'est juste ça prend à ton coup quoi.
Bah, je trouve ça Ouais, triste. c'est assez triste. Par contre, là où l'IA peut être hyper intéressante, c'est que ces gens-là qui sont pas du tout dans le relationnel et qui ont pas envie de parler avec des gens, l'IA, si elle est bien construite, peut te trouver le thérapeute juste à côté de chez toi et dire, OK, par rapport à ce que tu me dis là, va le voir. Oui, ça c'est vrai. Moi, c'est le cas, Dans à un une moment meilleure donné, utilisation. j'ai eu un peu de bouffée de chaleur, etc. Enfin, une situation peut-être qui était assez angoissante. Je disais factuellement ce que j'avais, ce que je ressentais, etc. Et la première chose, c'est va voir quelqu'un. C'est ce que euh, l'IA t'a proposé. exactement. Très Va bien. voir un médecin. Va voir. Bon, elle a été un peu dans l'extrême, va à l'hôpital directement. Ouais, Bon, ouais, ouais. je Bah oui, pense parce qu'elle qu'aujourd'hui, a, elle s'est pas encore dosée. elle a pas les nuances. Ouais. Elle a pas les Elle a pas nuances, la ouais. nuance, Mm. exactement. Mais je pense que là où ça va être bien, c'est dès lors que quelqu'un va faire une potentielle demande, de relier directement où est la personne, où se situent les cabinets peut-être Mhm. experts dans ce domaine-là assez proches. Mm. Comment je vais connecter cette personne-là directement avec les autres. Enfin, je pense que ça peut être Alors, hyper intéressant. faut pas que la Après, personne mm. vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie, Faut Hugo. pas que la personne cherche à résoudre son problème avec l'IA, mais plutôt comment le résoudre et avec quel type de personne. Je Mm. pense que c'est ça Ouais, qu'il faut. carrément. Oui, ça pourrait être intéressant là-dessus. Après, il faudrait que les annuaires soient tous à jour. Faudrait, voilà, il y a quand même Après, il y a une chose qui fonctionne bien, qui l'IA c'est choisit de mettre en avant. Voilà, exactement. il y Et a toute après, cette condition-là derrière. il y a une autre notion d'éthique. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas mettre des forfaits payants pour Payant les pour être. entreprises Ouais. qui Voilà, soient peut-être valorisés alors que le service rendu sera peut-être un peu moins qualitatif que Ça exactement. m'étonnerait pas. quelqu'un d'autre. Mm. Ça m'étonnerait pas, étant donné qu'aujourd'hui, des moteurs comme ChatGPT sont pas rentables factuellement. Oui, Bah, Ça pire m'étonnerait que pas, ça. mais ouais. Ouais. Sur des gouffres. Après, voilà, c'est ça, la problématique, elle est là. Et moi, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une page Google, Mhm. mais c'est pas avec ça que les gens viennent me voir. C'est plus du bouche à oreille. Ouais. C'est, voilà, mais je le vois même quand je suis en école, le nombre de jeunes qui viennent me voir. Et alors après, moi, j'ai une règle quand j'enseigne dans une école, hein, quand j'interviens dans une école sur voilà, des thématiques spécifiques, je ne prends aucun de mes étudiants en consultation. Mhm. Voilà. mais tu peux les prendre après. Une fois qu'ils seront partis de Ok. l'école. Jamais quand ils sont à C'est une l'école. limite que tu t'es fixée pour éviter peut-être Bah, de biaiser la formation potentiellement, ou enfin l'accompagnement que tu vas lui oui, et donner. puis l'école n'est pas un rapporteur d'affaires. Ouais. Je, Pourtant, il y a pas mal d'intervenants qui le voient comme ça, enfin je le vois je du moins dans mon sais, école. mais moi, c'est pas du tout ma manière de fonctionner. Ok. Mon client, c'est l'école. Donc, je travaille pour ce client-là. Et je fais tout mon possible pour les étudiants qui Enseigner. sont dans cette école. Donc, beaucoup d'étudiants viennent forcément me parler, me confier des choses, déposer des choses. C'est pas une consultation, c'est de manière assez informelle et souvent je leur dis Mhm. bah, écoutez, ce serait bien de voir quelqu'un. Il y en a des fois ils n'ont pas de contact, donc je fais appel à mon réseau et voilà, en fonction de là où Mhm. ils habitent et puis des problématiques qu'ils peuvent avoir. J'ai croisé des anciens étudiants qui ont dit ah, madame, voilà, j'ai suivi ce que vous m'aviez conseillé et je vois un psychologue aujourd'hui. Et franchement, je vais mieux. Enfin, voilà, j'avance et tout ça. Pour moi, c'est des super cadeaux. Ouais. Mais moi, je ne suis pas, voilà, chez mes clients, je ne fais pas d'autres clients, en fait. Moi, je marche pas comme ça. En revanche, des recommandations, c'est surtout, voilà, comme ça que ça fonctionne, moi, D'ailleurs, au niveau comment de mon ça se réseau. pratique parce que je sais pas, quelqu'un qui est hyper excentré, tu connais personne tout autour qui fait ça, il y a de la visio. On peut faire de la visio. Ok. Ouais, Ouais, on peut faire de la visio. C'est pas ce que je privilégie comme médium. parce Je qu'on n'a préfère. pas ce Bah rapport oui. vraiment humain où on voit Voilà. la personne en entier. Après, bah, c'est surtout que je ne pourrais pas pratiquer la danse mouvement thérapie de la même manière en visio. Oui. C'est sûr. C'est plus complexe. Parce que dans ce mouvement thérapie, des fois, la personne, elle ferme l'espace. les yeux et elle part. Hein. Donc, nous, on se doit d'être dans la sécurité de notre bénéficiaire, donc qu'il n'y ait pas de porte, voilà, pas de table. Donc, c'est important. Après, j'ai travaillé pour d'autres associations de femmes justement entrepreneurs où je faisais les coachings carrière et j'amenais justement l'art-thérapie pour pouvoir faire de la clarification de projets et de pensée en fait sur la dynamique de l'entrepreneuriat et des peurs qui peuvent être liées justement sur la réussite, la légitimité. Voilà, donc ça je le faisais en visio. Et ça se passe très bien, c'est juste que voilà, les personnes, elles achètent un petit carnet, une petite trousse avec quelques crayons, et puis avec ça, on y arrive très très bien. Voilà.
Mais ça reste pas ce que je préfère. Moi, c'est vraiment le contact en présentiel. Mais les deux fonctionnent très, très bien. Ce midi, j'ai animé avec un confrère un cercle de parole pour les entrepreneurs justement de la relation d'aide. Et on le fait en visio et on a des personnes en fait qui peuvent être aux quatre coins de la France parfois. Et donc c'est un moment qu'on arrive à faire. Et je fais une petite clôture en art-thérapie avec. Donc voilà. Et du coup, tu fais ça en entreprise aussi? C'est quoi les différences avec le perso et en entreprise? Est-ce que c'est les mêmes objectifs? Ce sont des choses différentes en fait. Alors comme je suis formatrice, je vais plus avoir ma casquette de formatrice en entreprise sur des sujets comme justement l'obsolescence programmée du cerveau humain avec l'IA, sur le deuil en entreprise aussi, ce sont des choses auxquelles on est confronté. Et puis tout ce qui va être appréhender ses émotions, l'estime de soi, les bonnes postures, euh, ce que je vais appeler moi la connaissance de soi et les compétences comportementales. En fait, je travaille beaucoup plus là-dessus en entreprise. Mais après, entreprise, c'est large. Il peut y avoir des entreprises de secteurs différents. Une association, ça reste une asso, mais ça reste Ouais. aussi, voilà, c'est du B2B avec du B2C à l'intérieur. Donc, voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même beaucoup dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment là que je me sens plus à ma place, entre guillemets, déjà en tant que personne. Et donc après, voilà, je peux avoir des missions complètes. Moi, je travaille en sous-traitance dans des organismes de formation, dans le médico-social par exemple. Donc il y a plein de choses différentes aujourd'hui. Ok. Moi, je m'ennuie jamais. Ouais, ça se voit. Ça se voit et c'est hyper intéressant. Peut-être avant de terminer, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, c'est quoi le moyen de contact privilégié? Pour contacter un art-thérapeute ou moi? La Toi, question. Moi, mes coordonnées, elles sont sur Google. ok? Donc il suffit de m'envoyer un petit message. Plutôt un petit message que m'appeler. Mhm. Parce que j'ai un répondeur qui est vite saturé. Soit un petit mail, soit via LinkedIn. J'ai une page, enfin j'ai une page, j'ai un profil LinkedIn, pas une page entreprise, mais Mhm. j'ai un profil LinkedIn, donc voilà, c'est comme ça qu'on peut me contacter. Pour les jeunes qui aujourd'hui traversent des moments difficiles de rupture, moi je connais pas mal de jeunes qui étaient vraiment focalisés sur la personne qu'ils avaient en face. Mhm. Limite, ils donnaient corps et âme. Et derrière, une fois qu'il y a la rupture, bah, tout s'effondre. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes-là qui voient quand la personne et qui finalement s'effondrent après une rupture? Bah, c'est délicat parce que ça dépend de chacun en Ouais. fait. Je donne pas de conseils en fait. Ouais. Je pas. En fait, les conseils, tu pourrais les donner par rapport à un profil en Ouais. particulier. Et oui, À ce une serait pas. personne, même à une Oui, à personne une qui seule va me personne par rapport déposer en fait à. avec ses mots et donc là avec ces Mhm. mots on va pouvoir échanger en fait Ok. sur quelque chose de concret. Après la seule chose qui me vient à l'esprit c'est de se dire que elle a le droit d'être triste. Si c'est une personne qui est triste, elle a le droit d'être triste parce que c'est une rupture qui a de l'importance. Et c'est peut-être voilà, d'en parler, déjà avec ses amis, hein, de toute façon, et après, peut-être pas si ça va plus loin, mais c'est aussi de se donner le temps de, de, À soi. ouais, du temps à soi pour comprendre, en fait, aussi, se comprendre, ce dont on a envie, peut-être par la suite. Euh, ça prend du temps. Et il n'y a pas de date, en fait. C'est pas, ah bah c'est bon, on est sortis ensemble 2 semaines, j'étais à fond, mais ça compte moins aux yeux de quelqu'un qui est resté 6 mois. En fait, non. Le chagrin, il est personnel, la souffrance, elle est personnelle. On a chacun notre échelle de valeur, en fait, là-dessus. Et donc, on peut pas... voilà. Et le problème d'aller parfois sur les réseaux sociaux, c'est qu'on va se comparer à Mhm. d'autres, puis on va avoir des mantras, en Ça fait, envenime en fait et en fait, pas du tout. Et parce qu'on se dit, ah, faut que je sois comme ça. On va se donner des injonctions, ah, faut que je sois comme ça au bout de 15 jours. Ou alors, bah, j'ai pas le droit d'être triste parce que c'était une petite amourette. Mais en fait, non. L'échelle, elle est tellement personnelle. On Mhm. peut être blessé. Moi, j'ai vu des gens être dans une souffrance émotionnelle profonde suite au décès d'un collaborateur et l'être moins pour quelqu'un de leur famille. Mais il n'y a pas d'échelle de Mhm. valeur.
en fait. C'est propre à chacun. C'est Ouais. propre à chacun. C'est vraiment propre à chacun. Donc, donner un conseil, non. Enfin, moi, je ne me sens pas légitime de donner un conseil. Je ne suis pas toi, je ne suis pas toi. Mm. C'est en échangeant qu'on apprend et qu'on fait du cas par cas et qu'on Donc prend échanger. Ouais. et qu'on accueille en fait ce qui est en train de se passer. Mais ne pas s'oublier aussi et puis se mobiliser aussi soi-même. Donc échanger, communiquer, Échanger, ne pas s'oublier. communiquer, ouais, ne pas s'oublier, ouais. Ok. Merci Corinne d'avoir été ici et de nous avoir partagé un petit peu ta vision et ton métier surtout, qui était d'ailleurs très très intéressant. Ouais. On pourrait d'ailleurs en parler des heures. Merci d'avoir suivi la coïncidence et retrouvez-nous bientôt pour un prochain podcast, semaine prochaine.